Savoie, 1886. Un territoire impitoyable où les rafales hurlantes n'épargnent personne et où le soleil ardent observe en silence la cruauté des hommes. Les gens murmurent souvent que la fortune ne permet pas d'acheter sa survie. Pourtant, dans ces montagnes reculées, l'argent permettait d'acquérir du bois d'œuvre, de s'assurer des réserves de charbon et d'offrir une illusion de sécurité. Du moins, jusqu'à l'arrivée d'un hiver si féroce qu'il aurait pu glacer les enfers. Ce qui suit est le récit de la façon dont les seigneurs les plus riches de la vallée, équipés de leurs lourds poêles en fonte importés de Lyon et emmitouflés dans d'épais manteaux en fourrure de loup, ont fini par trembler d'une terreur absolue. C'est aussi la chronique de Matteo. Un adolescent de 17 ans débarqué les mains vides, avec une peau tannée par le soleil et couleur de terre, qui a réussi à ériger une forteresse imprenable contre la faucheuse en utilisant précisément ce que la société rejetait, des gravats et des cailloux. Si quelqu'un a déjà balayé vos idées d'un revers de main simplement parce que vous n'avez pas un nom de famille prestigieux ou un compte en banque bien garni, écoutez attentivement, car cette histoire a été rédigée spécialement pour vous. Matteo s'est aventuré dans la vallée de la Maurienne au cours de l'été 86. Il ne possédait aucune monture et n'avait pas non plus de bottes neuves. Son unique bien se résumait au souvenir de son père, un tailleur de pierre du Piémont, qui avait perdu la vie en posant des rails de chemin de fer à travers ces mêmes massifs. Le jeune homme a jeté son dévolu sur une parcelle de terre qui ressemblait à une mauvaise blague. Un versant accidenté, exposé plein sud, grouillant de vipères et parsemé de sombres rochers volcaniques dont personne d'autre ne voulait, jugés inutiles pour les cultures. Le banquier du coin, M. Armand de la Roche, a gloussé en regardant le garçon signer l'acte de propriété avec une croix tremblante. De la Roche faisait partie de ces individus qui évaluèrent le monde entier en billets de banque. Il possédait la plus haute demeure du village, une imposante bâtisse bourgeoise, arborant d'immenses baies vitrées orientées au nord, défiant Dame Nature avec l'arrogance de celui qui croit que son portefeuille agit comme un bouclier indestructible. « Mon garçon », a marmonné de la Roche en allumant un cigare qui valait plus cher que la tenue entière de l'adolescent. « Ce lopin de terre n'est rien d'autre qu'un cimetière de cailloux. Tu n'y feras pousser aucun blé et le bétail n'ira certainement pas paître là-haut. Tu mourras de faim bien avant que Noël ne pointe le bout de son nez en supposant que les gelures ne t'emportent pas en premier. » L'adolescent a retiré son chapeau usé. Il a soutenu le regard de l'homme fortuné et a répondu dans un français hésitant mais plein d'assurance « Je ne vais pas semer de blé, monsieur. Je vais récolter de la chaleur. » De la Roche a lâché un rire éclatant qui a résonné jusqu'au fond de l'épicerie du village. Quelques autres éleveurs, postés dans les environs, des gaillards robustes qui ne juraient que par la force brute, se sont joints aux moqueries. Pour cette assemblée, le gamin n'était qu'un pauvre fou de plus, voué à être enterré vivant sous les prochaines congères. Cependant, le jeune homme nourrissait une stratégie bien précise. Ce n'était pas un plan que l'on pouvait dénicher dans les manuels d'ingénierie sophistiqués de la capitale, mais plutôt une sagesse transmise par les mémoires anciennes de ses aïeux, pendant que ses voisins aisés s'affairaient à ériger de gigantesques granges et des maisons charpentées avec de fragiles planches de sapin vert. Le garçon s'est mis à récupérer exactement ce qu'il jetait. Il s'est dirigé vers la décharge située derrière le bistrot local. Là, il a amassé des bouteilles de vin jetées et des fioles de médicaments vides. Il en a trouvé des centaines, affichant des teintes de vert vert, brun et transparent. Ensuite, il est descendu sur les berges de la rivière pour hisser, l'un après l'autre, les lourds blocs de roches sombres qui rendaient prétendument son terrain sans aucune valeur. Le contremaître de l'exploitation voisine, un colosse connu sous le nom de Guillaume le Marteau, est passé à cheval un après-midi et a aperçu le gamin en train d'empiler ses rochers obscurs contre la pente sud de son abri semi-enterré. « Qu'est-ce que tu fabriques exactement, gamin ?» a hurlé Guillaume. « Tu creuses ta propre tombe ? Je prépare un piège, monsieur » a rétorqué l'adolescent en essuyant la sueur de son front avec sa manche. « Un piège à loup ? Non, un piège pour capturer le soleil ?» Guillaume a craché une chique de tabac sur le sol et a secoué la tête avec incrédulité. « Tu as complètement perdu la raison. Quand la bise du Nord va frapper, ces pierres seront aussi glaciales que le cœur d'une sorcière. Va acheter du bois, idiot, et comporte-toi comme un vrai bonhomme. » Pourtant, le garçon n'a fait l'acquisition d'aucune poutre. Il n'avait pas les fonds nécessaires pour se le permettre. Sa prétendue folie lui a coûté l'équivalent de quelques euros dépensés intégralement pour de la chaux et de l'argile. Tout le reste du projet a été financé à la seule sueur de son front. Matteo a dressé une épaisse barrière d'environ 50 cm de large, entièrement façonnée à partir de ces pierres denses et foncées. Néanmoins, il n'a pas laissé la maçonnerie exposée aux vents ouverts. C'est précisément là que résidait le secret caché, l'astuce ingénieuse que ses habitants avaient totalement ignorée.
À quelques centimètres seulement devant la façade de pierre, il a modelé une seconde cloison en utilisant de la boue mélangée à toutes ces bouteilles en verre récupérées, soigneusement emboîtées les unes dans les autres. Cette disposition a formé une poche d'air reposant pile entre la surface vitrée et la roche sombre. Quiconque a déjà posé la main sur un rocher noir en plein soleil d'été sait que cela brûle la peau. Les matériaux sombres absorbent naturellement la lumière du jour. Pendant ce temps, le verre emprisonne la chaleur et l'empêche de s'échapper. Matteo était en train de bâtir une immense batterie thermique. Tout au long des heures claires, le soleil rasant d'hiver allait frapper les bouteilles, réchauffer cette poche d'air captive et littéralement cuire les pierres situées derrière. Plus tard, dans l'obscurité totale de la nuit, au moment même où les températures extérieures chuteraient à des niveaux mortels, ces tonnes de roches chauffées allaient lentement irradier leur chaleur stockée vers l'intérieur, directement dans la petite cabane troglodyte nichée derrière la paroi. C'était la physique fondamentale en pleine action. C'était des générations de savoir hérités. Et surtout, cela ne lui avait pas coûté un centime. Le mois d'octobre a fini par s'installer. Accompagnant ce nouveau mois, le premier souffle glacial d'un monstre en approche s'est fait sentir. Alors que l'automne 86 semblait faussement clément, la faune sauvage a pressenti ce qui se tramait à l'horizon. Les loups des bois arboraient des pelages plus fournis que dans les souvenirs des anciens. Près du ruisseau, les castors s'affairaient à construire des barrages 2 fois plus profonds qu'à l'accoutumée. Du côté de la propriété de la Roche, un tout nouveau système de chauffage central à vapeur était en cours d'installation. C'était considéré comme une merveille absolue de modernité. Un réseau de tuyaux sifflait et cliquetait, acheminant la chaleur dans chaque pièce du manoir. L'installation complète affichait un prix astronomique de plusieurs milliers d'euros. De la Roche s'est vanté avec fierté, après la messe dominicale, d'avoir réussi à dompter l'hiver. En bas, dans la hutte du gamin, il n'y avait pas le moindre tuyau en vue. Il n'avait aucune réserve de charbon. Il y avait simplement un mur de roches sombres qui dégageait une chaleur agréable sous la paume à la tombée de la nuit, rappelant le flanc d'un cheval au repos. Les habitants du village contemplaient la misérable bicoque avec un profond sentiment de pitié. « Ce pauvre petit », chuchotaient les dames patronesses de la paroisse, « nous devrions prier pour son âme. Ils découvriront sûrement son cadavre gelé au retour du printemps. » Puis, de façon inattendue, le ciel a basculé. Le 28 janvier 1887, la lumière du jour s'est volatilisée. Un lourd rideau couleur de plomb s'est abattu, tout droit venu de Sibérie. Les bourrasques se sont mises à hurler avec une tonalité qui semblait presque humaine, chargée d'agonie et de pure fureur. Le thermomètre a littéralement plongé. Il a dégringolé d'un frais 4 degrés Celsius pour s'effondrer à moins 20 degrés en à peine 3 heures. De retour dans la demeure du banquier, cette chaudière dernier cri dévorait le charbon comme une bête affamée. Néanmoins, les rafales glaciales parvenaient à s'infiltrer dans chaque interstice autour de ces élégantes menuiseries bourgeoises. Les vitrages simples, dépourvus de toute véritable isolation, permettaient à la chaleur intérieure de fuir dans la tempête presque aussi rapidement que le fourneau pouvait en produire. Chez le contremaître, le bois de chauffage vert fraîchement coupé ne faisait que siffler, refusant obstinément de s'embraser correctement. Une fumée épaisse a envahi le salon, faisant tousser et cracher les enfants de Guillaume, pendant que le courant d'air glacial remontait à travers les lattes du plancher surélevé sur des pilotis en bois. Pendant ce temps, là-haut, sur ce coteau rocailleux, Matteo restait paisiblement assis. À l'extérieur, le blizzard rugissait à 100 km/h. Pourtant, bien à l'abri dans son refuge, protégé par la cloison de pierres sombres et de verre, la température se maintenait confortablement autour de 16 degrés Celsius. Il a posé la paume de sa main à plat contre les rochers. Ils étaient délicieusement chauds. La maçonnerie avait absorbé les rayons pendant 3 jours entiers avant que la tempête de neige ne frappe, et maintenant, agissant comme une mère nourricière, elle restituait généreusement toute cette chaleur dans la pénombre. Il n'avait pas déboursé le moindre centime en combustible. Il n'avait pas abattu un seul sapin. Matteo a savouré un bol fumant de ragoût de lentilles, a jeté un œil vers la vallée où les riches propriétés vacillaient faiblement dans la tempête et s'est préparé à trouver le sommeil. Il était loin de se douter qu'en bas, dans la plaine, la vanité était sur le point de se transformer en glace massive. Et très bientôt, ces mêmes individus qu'il avait d'eau qualifiés de fous allaient être forcés de choisir entre leur fierté obstinée et leur propre survie. Ce qui s'est déroulé au cours des 72 heures suivantes à travers la région n'était pas un simple blizzard, c'était un véritable siège. Les historiens d'aujourd'hui s'y réfèrent comme la grande hécatombe, bien que les éleveurs qui l'ont réellement traversée lui aient donné un nom beaucoup plus brutal, la mort blanche. Le vent ne se contentait pas de souffler, il stridulait. Un hurlement incessant et assourdissant qui anéantissait complètement la capacité d'un homme à réfléchir posément. La neige ne tombait pas doucement des nuages.
Elle était projetée à l'horizontale comme de la mitraille gelée, cherchant la moindre fissure, chaque trou de serrure et la moindre faille dans l'armure de l'architecture humaine. Et la tempête a découvert une abondance de points faibles. À l'intérieur du manoir bourgeois appartenant à Armand de la Roche, l'arrogance moderne a heurté violemment les lois implacables de la thermodynamique. Le banquier avait placé une confiance aveugle dans son luxueux chauffage central. Une merveille mécanique faite de vapeur et de tuyauterie en cuivre, promettant d'imposer le mode de vie civilisé en plein territoire sauvage. Pourtant, l'homme riche avait négligé une règle fondamentale. Les systèmes excessivement complexes sont les pires ennemis de la survie de base. Dès la deuxième nuit de la tempête aveuglante, les températures ambiantes ont dégringolé à moins 34 degrés Celsius. Le liquide circulant dans les canalisations du manoir, en particulier les sections exposées serpentant dans la cave mal isolée, a cessé de bouger. Il s'est tout bonnement figé. Et comme n'importe quel imbécile le sait, l'eau qui gèle prend du volume. Aux alentours de 3 heures du matin, un vacarme semblable à un coup de canon a brusquement réveillé la famille de la Roche. Crac! Une conduite principale s'est violemment rompue dans la cuisine. Puis une deuxième a éclaté dans le couloir. La vapeur bouillante s'est échappée avec une force brutale dans un sifflement fatal, inondant la résidence d'une humidité qui s'est transformée en givre en l'espace de quelques minutes. Des tapis persans hors de prix, importés de Paris à un tarif exorbitant, se sont changés en patinoires rigides et craquantes. L'unité de la chaudière, désormais privée d'une circulation adéquate, a commencé à surchauffer à un niveau critique, obligeant de la Roche à couper manuellement l'ensemble du système avec des doigts tremblants. En un clin d'œil, le domaine le plus technologiquement avancé de tout le département s'est métamorphosé en un tombeau de glace. Se retrouvant avec un système de chauffage hors d'usage, le banquier désespéré a tenté d'allumer les cheminées ornementales. Cependant, ces foyers avaient été construits purement pour l'esthétique, et non pour dégager une chaleur fonctionnelle. Ils étaient incroyablement peu profonds. Les bourrasques, martelant impitoyablement la façade nord, ont généré un puissant effet d'aspiration qui a refoulé toute la suie directement dans le petit salon. La famille la plus aisée de la région s'est retrouvée à tousser, les yeux noyés de larmes, blottis étroitement dans une seule pièce et enveloppés dans des fourrures de zibeline, regardant leur propre souffle former des nuages blancs et givrés à l'intérieur de leurs appartements. De la Roche fixait d'un regard vide son beau mobilier en acajou. Il a jeté un œil au piano à queue, et pour la toute première fois de son existence, il ne les a pas perçus comme des symboles de la haute société. Il n'a vu qu'un bois de chauffage extrêmement coûteux. « Jetez les chaises dans le feu !» a-t-il ordonné d'une voix chevrotante. « Brûlez-en jusqu'au dernier morceau !» À peine 3 kilomètres plus loin, dans la ferme de Guillaume le Marteau, la situation était différente, mais tout aussi lugubre. Le contremaître ne se vantait pas d'avoir une plomberie luxueuse. Il possédait une cabane à ossature bois, assemblée avec la précipitation excessive d'un homme musclé. Il plaçait sa confiance exclusivement dans les rondins coupés. Il y avait un énorme tas de bois empilé à l'arrière, à l'intérieur de sa grange. Néanmoins, Guillaume avait commis l'erreur classique des orgueilleux. Il avait sous-estimé son adversaire. La tempête blanche était si violente que le simple fait de parcourir les 45 mètres séparant le porche arrière de l'abri à bois équivalait à une véritable condamnation à mort. La visibilité était absolument nulle. Les rafales s'écrasaient contre les murs avec une force suffisante pour renverser un adulte robuste sur le dos. Le solide contremaître a tenté une sortie de ravitaillement lors de cette première matinée. Il a attaché une corde autour de sa taille, nouant l'autre extrémité à la poignée de la porte. Mais le froid glacial a figé ses cils en quelques secondes. L'atmosphère était si atrocement froide que prendre une inspiration donnait l'impression d'inhaler du feu liquide directement dans les poumons. Il a été contraint de battre en retraite, complètement vaincu, serrant sous son bras 3 misérables morceaux de bois fendus. Sa demeure, encadrée entièrement de bois non séché qui s'était rétracté avec le temps, agissait comme une immense passoire. Des courants d'air glaciaux sifflaient librement à travers les interstices des bardages. Les bougies de suif crépitaient sauvagement avant de s'éteindre. Ces jeunes enfants sanglotèrent de détresse sous de lourdes courtes pointes. Le plus jeune garçon, âgé d'à peine 6 ans, avait complètement cessé de trembler. Et comme tout montagnard aguerri vous le dira, c'est là précisément l'ultime signal d'alarme avant que le sommeil éternel ne s'installe. L'apparition silencieuse d'une hypothermie extrême. Le grand gaillard fixait impuissant ses cloisons intérieures. De frêles séparations, des limites qui échouaient à repousser quoi que ce soit. Il a maudit avec rage sa propre musculature saillante. Il a juré violemment après sa fidèle hache d'abattage. Surtout, il a maudit cet après-midi précis où il s'était tenu là pour se moquer du jeune piémontais en train d'empiler des pierres noires. Pendant ce temps, sur ce versant rocailleux tant dédaigné, le cours du temps semblait s'être arrêté. Matteo se reposait sur le sol en terre battue de son petit abri semi-enterré. Il ne possédait pas d'épais manteau de fourrure.
Il portait une vieille cape en laine de mouton par-dessus une chemise en flanelle rapiécée. Juste en face de lui, ce rempart de pierre foncée dégageait une chaleur constante, presque miraculeuse. Durant les jours précédant la tempête de neige, le soleil rasant de l'hiver avait tapé directement à travers cette paroi de bouteilles en verre. La poche d'air scellée entre le vitrage et la maçonnerie s'était réchauffée exactement comme le four d'un boulanger. Ces lourds moellons obscurs avaient goulûment absorbé la moindre once de cette énergie solaire. À présent, alors que le monde extérieur succombait sous des températures de moins 40 degrés Celsius, les rochers relâchaient lentement cette énergie à l'intérieur. Ce n'était que de la physique élémentaire. L'inertie thermique, le mur entier fonctionnait à la manière d'une gigantesque pile, déchargeant sa puissance à une allure d'escargot. Le jeune homme a plaqué sa paume contre l'un des blocs volcaniques. C'était incroyablement chaud au toucher. Cela faisait exactement le même effet que de poser la main sur le flanc d'un étalon haletant de retour d'une longue course. Il n'y avait pas le moindre courant d'air glacial à l'intérieur, puisque la cabane était creusée à même la terre, protégée par le relief lui-même. Les rafales hurlantes balayaient simplement le sommet, effleurant le toit de tourbe et de chaume sans rencontrer la moindre surface verticale contre laquelle s'écraser. Matteo entretenait un minuscule feu de camp, juste une poignée de braise de broussailles pour réchauffer son café et ses haricots blancs. Il n'avait nul besoin d'un brasier ardent dans l'âtre. L'habitation souterraine accomplissait le plus gros du travail à sa place. Il a avalé une gorgée du breuvage brûlant, en écoutant les bourrasques mugissantes au dehors, étouffées par un mètre de terre tassée, ses pensées ont dérivé vers son défunt père. Il s'est remémoré les récits des anciens qui bâtissaient avec de la terre crue et des pierres des champs, non pas par indigence, mais par profonde sagesse. « Merci, papa », a-t-il chuchoté dans le silence douillet de son repère. À l'aube du 3e jour, le blizzard a finalement marqué une pause. La tourmente n'était pas terminée, mais les vents rugissants ont calmé leur furie durant quelques heures, laissant derrière eux un paysage lunaire, désolé et éblouissant de blancheur. En bas, au domaine de la roche, la réserve de meubles brisés s'était tarie. Ils avaient incinéré les chaises de la salle à manger. Ils avaient balancé les livres de la bibliothèque dans le foyer. Désormais, ils lorgnèrent le piano à queue avec un appétit désespéré. Dans la cabane de Guillaume, le plus jeune garçon refusait de se réveiller. Il respirait encore, mais de manière dangereusement superficielle. Le contremaître, arborant des yeux injectés de sang et des mains couvertes de graves engelures, a finalement pris une décision. Il a regardé sa femme qui frictionnait frénétiquement les pieds glacés de l'enfant. « Je sors chercher du secours », a annoncé Guillaume. « Où ça ?» a-t-elle pleuré. « Le village est à 10 kilomètres, tu vas mourir de froid sur le chemin. » « Je ne descends pas au village », a répondu Guillaume, fixant la crête nord à travers la vitre couverte de givre. « Je vais aller voir comment s'en sort ce gamin du Piémont. »« Le garçon au caillou, il doit être mort à l'heure qu'il est, Guillaume. C'est juste une masure en boue. Si on gèle ici, il doit être changé en bloc de glace. »« Peut-être bien » a marmonné le colosse, « ou peut-être pas. Je ne remarque aucune fumée s'élever de sa cheminée, mais je ne vois pas non plus son toit effondré. » Le chef de chantier s'est emmitouflé dans chaque morceau de tissu qu'il a pu trouver et a poussé la porte. Presque au même instant, à l'intérieur du vaste manoir, Armand Delaroche parvenait exactement au même constat humiliant. Sa chaudière était complètement morte. Sa demeure était devenue une glacière. S'il restait là une nuit de plus, ils allaient tous périr. Delaroche a enveloppé sa petite fille dans un tapis de couloir et s'est avancé dans les congères qui lui arrivaient à la taille. Le destin, ou peut-être une cruelle ironie divine, a fait que les deux hommes, le banquier et l'ouvrier agricole, se sont croisés pile au pied de la parcelle de Matteo. Ils se sont dévisagés. Toute l'arrogance passée s'était évaporée de leurs regards. Il ne subsistait qu'une terreur absolue. Leur barbe était alourdie par des stalactites de glace. Leurs lèvres prenaient une teinte bleutée maladive. « Vous montez là-haut pour piller un mort ?» a demandé Delaroche, la voix tremblante, supposant que le contremaître cherchait des restes de provisions. « Je monte vérifier s'il respire encore ?» a rétorqué Guillaume. « Mon garçon se meurt, Delaroche. J'ai désespérément besoin d'un feu. »« Ce gamin n'a pas fait de feu ?» a fait remarquer le riche propriétaire, désignant le conduit du poêle de Matteo, qui ne laissait échapper qu'un tremblement de chaleur invisible, plutôt que l'épaisse suie noire du bois ou du charbon consumé. « Regardez, aucune fumée. Il a gelé sur place il y a des jours. Alors je prendrai simplement son abri pour moi. Un trou dans la terre vaut bien mieux que ma propre maison en ce moment. » Ils ont entamé leur brutale ascension. La poudreuse leur montait jusqu'à la ceinture. Chaque enjambée était une pure agonie. Les rafales commençaient déjà à reprendre de la vigueur, signalant que la brève trêve était rompue et que la seconde vague du blizzard déferlait pour achever le travail. Ils ont fini par atteindre l'entrée. C'était une porte affreuse bricolée à partir de planches dépareillées et renforcées avec des lambeaux de cuir usés. Le marteau a levé le poing pour frapper. Il s'attendait sincèrement à un silence de mort. Il s'imaginait devoir défoncer le cadre et découvrir un cadavre raide allongé sur un lit de camp.
Mais juste avant même que ses jointures ne cognent contre le bois, la porte s'est grande ouverte. Matteo se tenait juste là, sur le seuil. Cette vision a frappé ces deux hommes adultes comme un violent coup dans l'estomac. L'adolescent ne portait pas de gros manteau. Il se tenait là, en bras de chemise. Et juste par-dessus son épaule, derrière lui, il n'y avait aucune pénombre glaciale. Il n'y avait aucune humidité saisissante. Le riche banquier a senti la brise s'échapper de l'habitation. Ce n'était pas le courant d'air suffocant et sec d'un fourneau à charbon. Et ce n'était certainement pas l'émanation enfumée et irritante d'un bois de chauffage mal séché. C'était une chaleur douce et enveloppante, profondément douillette. C'était exactement la même sensation que d'entrouvrir la porte du four d'une boulangerie artisanale par une fraîche matinée d'hiver. Guillaume le marteau est instantanément tombé à genoux dans la congère. Son regard a glissé au-delà du gamin pour se fixer sur ce rempart de blocs sombres qui vibrait doucement en arrière-plan, baigné dans la lueur ambrée d'une lampe à pétrole. « Comment est-ce possible ?» a balbutié Guillaume sous le choc. « Comment peut-il faire chaud ici? Tu n'as pas de bûche, tu n'as pas de charbon. » Matteo a baissé les yeux vers les deux individus qui s'étaient ouvertement moqués de lui devant l'épicerie. Ces mêmes hommes qui prétendaient que son terrain n'était qu'un cimetière. Il aurait facilement pu leur claquer la lourde porte en bois au nez. Il aurait pu leur dire de se traîner jusqu'à leur palais gelé et d'y mourir de froid avec leur richesse. Mais le garçon s'est souvenu des mains calleuses et généreuses de son père. Il s'est rappelé qu'être pauvre n'était jamais une excuse valable pour se montrer cruel. « Les rayons du soleil ne coûtent-nous pas un centime, messieurs ?» a déclaré l'adolescent avec calme, et ces cailloux ne prélèvent aucun taux d'intérêt. Le financier, un type qui possédait la moitié de la vallée, a senti des larmes chaudes geler instantanément sur ses joues. « Ma petite fille, elle est en train de mourir de froid en bas. Allez les chercher, » a proposé Matteo. « Absolument tous. Nous avons amplement de place par terre. » Et ces pierres ont assez de chaleur pour tenir un bon bout de temps. Ce qui a suivi fut une sombre procession mêlant défaite totale et salut miraculeux. Les riches patriarches ont hissé leurs proches le long de cette pente abrupte. Ils ont pénétré dans cette même cabane qu'ils avaient auparavant qualifiée de tombeau et de trou à rats. Et à la seconde où ils ont franchi ce seuil, dès qu'ils ont ressenti la chaleur émanant de cette vilaine cloison sombre bâtie avec des débris volcaniques et des bouteilles récupérées, ils ont assimilé une leçon profonde qu'aucune prestigieuse école de commerce parisienne n'aurait pu leur enseigner. Ils se sont effondrés sur le sol en terre battue. La femme de Guillaume a fondu en larmes au moment où des couleurs saines sont revenues sur le visage de son petit garçon. La fille du banquier a cessé de trembler violemment en l'espace de quelques minutes. Pas une seule âme n'a prononcé un mot. Il se contentait de dévisager la maçonnerie. Ces discrets rochers noirs et silencieux qui reposaient sur ce flanc de montagne depuis des millions d'années avant même que de la Roche ne débarque avec ses billets de banque et qui resteraient exactement là pendant des millions d'autres. Matteo leur a servi un café léger dans des tasses en fer blanc cabossé. Armand a empoigné sa chope à deux mains, non seulement pour boire la décoction, mais aussi pour s'imprégner de la chaleur rayonnant à travers le métal. Il a jeté un regard vers l'adolescent qui se détendait calmement dans un coin, en train de tailler un morceau de bois. « Je me suis ouvertement moqué de toi », lui a murmuré de la Roche. Sa voix semblait incroyablement fluette à l'intérieur du repère chaleureux. « J'avais juré que tu serais mort avant Noël. » Le gamin a levé les yeux, n'abritant absolument aucune rancune, mais portant le lourd poids de la vérité dans son regard sombre. « Vous avez placé toute votre foi dans ce que l'argent pouvait acheter, monsieur de la Roche. Moi, j'ai mis ma confiance dans les choses que je comprenais réellement. Un homme ne combat pas l'hiver, il fait simplement en sorte de lui survivre. » Le robuste chef d'équipe a tendu le bras pour tapoter la paroi de verre. C'était bien chaud. « Tout ça, ce ne sont que des ordures, des carafes de vin vides, de l'air emprisonné, » a expliqué Matteo. « Le meilleur isolant sur cette bonne vieille terre. Le Tout-Puissant le fournit gratuitement. Il suffit juste de comprendre comment l'enfermer dans une boîte. » Ce soir-là, alors que la tempête blanche faisait rage à l'extérieur avec une violence renouvelée, tentant en vain de percer les murs, 11 âmes ont dormi paisiblement sur le sol en terre de cette cahute. Le riche financier ronflait confortablement juste à côté de l'orphelin. Le rude ouvrier agricole s'était assoupi en s'appuyant directement contre le mortier de boue. La hiérarchie sociale rigide de la région savoyarde avait complètement fondu. L'argent liquide n'avait plus aucune valeur entre ses murs. La seule monnaie qui comptait était la chaleur. Et l'unique détenteur de cette chaleur était l'adolescent même que personne n'avait daigné traiter avec la moindre once de respect. Le blizzard s'est éternisé pendant encore 48 heures. Lorsque la lumière du jour a fini par percer, brillant avec une intensité aveuglante sur un monde pâle et recouvert de neige, les rescapés sont enfin sortis du refuge. Le paysage environnant était absolument dévastateur. Des centaines de vaches gelées parsemèrent les plaines, ressemblant à des rochers foncés éparpillés sur la poudreuse immaculée. Du côté du manoir,
Les tuyaux de Delaroche avaient explosé en 1000 morceaux et sa décoration luxueuse avait été réduite en cendres. La cabane du contremaître avait eu un grand pan de son toit purement et simplement arraché. Cependant, l'abri du gamin était resté parfaitement intact. Cette sombre batterie thermique buvait déjà les premiers rayons du soleil matinal, se rechargeant pour le crépuscule à venir, totalement indifférente au désastre environnant. Le banquier s'est avancé d'un pas décidé vers le jeune homme. Il a plongé la main au fond de ses poches et en a sorti une épaisse liasse de billets humides, une fortune absolue. « Prends ça !» a insisté Delaroche. « Considère que c'est le loyer, ou un paiement pour nous avoir maintenus en vie. » L'adolescent a baissé les yeux sur l'argent. Puis, il a promené son regard sur la vallée dévastée. « Je n'ai que faire de votre monnaie, monsieur Delaroche. Dépensez-la plutôt pour de meilleures vitres, des fenêtres qui font face au ciel du sud et non au vent du nord. » L'homme riche a lentement rabaissé son poing, profondément honteux. Le message était passé 5 sur 5. Un homme ne peut tout simplement pas acheter la dignité, soit on la possède, soit on ne l'a pas. Guillaume le marteau s'est avancé à son tour, et au lieu de proposer de l'argent, il a tendu son énorme main droite calleuse. « Montre-moi comment faire », a demandé le contremaître. « Je refuse de revivre une telle vague de froid un jour. Apprends-moi comment monter un mur comme le tien. » Et juste là, debout, au milieu des congères éblouissantes de 1887, une véritable transformation a pris racine. Le dégel printanier de 1887 a révélé un immense cimetière. Une fois que la poudreuse a fini par fondre, la région de Maurienne ressemblait à une vallée d'ossements. Le bétail appartenant aux riches barons de l'élevage, ces bêtes qui représentaient le pouvoir et le statut ultime, gisaient mortes par milliers au fond des ravins. La grande hécatombe avait complètement brisé les reins de cette industrie agricole trop orgueilleuse. Armand a vu 60% de son troupeau décimé. Le chef de chantier a fini par perdre son emploi stable lorsque l'exploitation voisine a déposé le bilan ce même printemps. Mais quant au jeune colon, Matteo n'a pas perdu la moindre chose. Tout simplement parce qu'un individu qui ne possède quasiment rien ne nourrit aucune peur de perdre quoi que ce soit. Et un homme qui comprend véritablement la terre n'est en fait jamais isolé. Guillaume est remonté sur cette crête environ une semaine plus tard. Il n'y est pas monté sur son grand cheval, et il avait laissé sa cravache derrière lui. Il ne transportait rien d'autre qu'un calepin froissé et un épais crayon de charpentier. « Montre-moi » a-t-il demandé une fois de plus, et cette fois-ci, la supplique venait du plus profond de son être. Le gamin n'a pas accaparé son savoir. Il n'a pas essayé de breveter sa batterie thermique ni d'exiger une part des bénéfices. Il s'est simplement accroupi dans la boue printanière aux côtés du colosse et lui a expliqué la physique de base de l'énergie solaire. Il a exposé comment une habitation doit être orientée au sud, suivant la lumière tel un tournesol. Il a expliqué comment le verre piège la chaleur, comment la lourde maçonnerie la met en réserve et comment la terre tassée repousse le froid. Le robuste ex-contremaître a écouté avec attention, griffonnant des notes tel un écolier assis sur les bancs de la classe. Au milieu de l'été, un projet de construction inhabituel a démarré en bas dans la vallée. Le marteau, un gars qui jurait autrefois uniquement par la force brute, a commencé à ériger sa toute nouvelle cabane. Il a refusé d'utiliser du bois d'œuvre mal séché. À la place, il a rassemblé des galets de rivière et a préparé un mélange de terre argileuse. Il a dirigé ses vitrages carrément vers le sud. Il a construit un mur trombe, une réplique absolue du plan de l'adolescent. Les éleveurs des environs se sont d'abord moqués de lui. On dirait que Guillaume s'est pris pour un paysan du Piémont, plaisantait-il au bistrot du coin. Pourtant, quand les neiges ont fait leur retour la saison suivante et que ces rafales brutales se sont remises à hurler, la cabane du contremaître est restée incroyablement douillette. Ces garçons n'ont pas craché leurs poumons. Sa réserve de bûches a duré 2 fois plus longtemps que d'habitude. Ses railleries se sont rapidement évanouies dans un silence absolu. Et pour finir, ce silence s'est transformé en une imitation généralisée. Le financier hautain n'a jamais avoué publiquement son erreur devant le village. La vanité est une maladie coriace dont il est difficile de se défaire. Malgré tout, plus tard dans l'année, il a entièrement rénové son domaine. Il a barricadé ses immenses vitrages bourgeois orientés au nord et a construit une véranda orientée plein sud, entièrement pavée de dalles d'ardoise foncée. Il s'est vanté avec fierté que c'était la toute dernière mode qui faisait fureur à Paris. Mais chaque âme de la commune connaissait la pure vérité. Ils étaient parfaitement conscients que le concept génial avait vu le jour à l'intérieur d'une cahute en terre qui n'avait coûté que quelques francs. Au fil des décennies, le paysage architectural de la région s'est subtilement métamorphosé, et tout cela grâce à ce gamin. Les nouvelles étables étaient bâties beaucoup plus près du sol, se recroquevillant contre les vents brutaux. Les chalets fraîchement érigés ont commencé à intégrer des barrières épaisses et massives sur leur façade nord et d'épais vitrages orientés au sud. L'architecture de la pure arrogance a fini par capituler devant celle du bon sens et de l'humilité.
Le pionnier n'a jamais amassé une fortune en billets de banque. Il n'a pas fondé d'empire financier. Il n'a pas racheté des milliers d'hectares de pâturage. Néanmoins, il s'est enrichi d'une monnaie que les billets papier ne pourront jamais acquérir, un respect authentique. Il a fini par épouser une jeune bergère de la vallée voisine, une compagne qui partageait fermement la conviction que la terre était sacrée. Ils ont élevé 5 enfants en pleine santé. Et il s'est fait un point d'honneur à enseigner à chacun d'entre eux comment déchiffrer les caprices de la météo bien avant qu'ils n'apprennent à lire le registre d'un banquier. Il a résidé là-haut, sur cette même crête, pendant encore un demi-siècle. Il a bien entendu agrandi son abri souterrain. Il a ajouté des chambres supplémentaires, un vaste porche à l'avant et un lopin de jardin abrité du vent où il parvenait à faire pousser des tomates mûres même quand les flocons volaient. Juste un autre petit miracle offert par sa batterie solaire. Mais il a obstinément refusé d'altérer le cœur battant de son foyer. Cette cloison originelle de blocs sombres et de bouteilles récupérées est restée exactement à sa place, complètement intacte, irradiant de la chaleur chaque soir, demeurant aussi farouchement loyal qu'un chien fidèle. Au moment où le paysan est entré dans le crépuscule de sa vie, ses cheveux sont devenus aussi blancs que les tempêtes de neige qu'il connaissait si bien. Son teint s'est buriné jusqu'à ressembler à du cuir patiné. Il est devenu une sorte de héros populaire local. Les habitants affluèrent des cantons voisins juste pour recueillir ses conseils sur l'endroit où creuser, la direction dans laquelle orienter leurs étables et la façon de déchiffrer correctement les vents changeants. Plus personne ne l'appelait « ce gamin du Piémont », il s'adressait à lui avec respect en l'appelant « Maître Matteo ». Et entendre ce titre de maître franchir les lèvres des bourgeois même qui crachaient autrefois à ses pieds lui procurait un triomphe bien plus savoureux que n'importe quelle vengeance. Il s'est éteint en 1938 à l'âge de 69 ans. Il s'est envolé paisiblement dans son propre lit en plein cœur de l'hiver. Il faisait approximativement moins 20 degrés Celsius à l'extérieur. Pourtant, bien à l'abri à l'intérieur de sa chambre, le mercure oscillait autour d'un confortable 18 degrés. Il est mort entouré de chaleur. Il a trépassé dans une paix totale, réconforté par la chaleur persistante rayonnant des mêmes rochers qu'il avait hissés depuis la berge de la rivière avec ses propres mains d'adolescent. La caméra recule de manière métaphorique. Ton final est conclusif. Des récits comme celui de Matteo constituent un rappel frappant d'une vérité dérangeante pour notre société moderne. Nous vivons actuellement dans une époque définie par les thermostats intelligents, les logements préfabriqués et les gadgets haut de gamme qui promettent sans cesse une maîtrise absolue sur Mère Nature. Nous supposons à tort que si nos comptes bancaires sont suffisamment garnis, nous pouvons tout simplement ignorer les lois fondamentales de la physique. Mais le froid glacial rôde toujours juste derrière la porte. Cette narration prouve que le véritable génie ne se trouve pas dans des installations complexes. Il est solidement ancré dans une simplicité absolue. Elle démontre que les déchets d'un individu, des carafes jetées, des cailloux noirs sans valeur, peuvent devenir le salut ultime d'un autre homme, à condition qu'il possède la sagesse de reconnaître leur véritable potentiel. Plus important encore, cela nous enseigne que l'orgueil obstiné est la pire forme d'isolation sur Terre. Armand Delaroche possédait tout l'argent du département, et pourtant, il s'est transformé en stalactite. Le marteau possédait toute la force brute qu'un homme pouvait souhaiter, et pourtant les éléments l'ont brisé en deux. Seul l'adolescent orphelin, ce gamin armé uniquement d'un sens aigu de l'observation et d'une profonde humilité, est parvenu à véritablement prospérer. Nos grands-pères comprenaient parfaitement ce concept. Ils bâtissaient leurs abris en collaborant avec la terre, sans lutter contre elle. Ils reconnaissaient que le but n'est pas de déclarer la guerre au blizzard, mais plutôt d'inviter poliment le soleil à l'intérieur. Si cette chronique de justice silencieuse et rurale a réussi à faire vibrer une corde sensible au fond de vous, si vous êtes tout aussi épuisé par de prétendus experts affirmant que c'est impossible simplement parce que vos poches sont vides, si vous apercevez un reflet de vos propres parents ou grands-parents dans l'histoire de Matteo, des gens qui ont accompli des miracles absolus en n'utilisant rien de plus que leurs mains connues et leur esprit vif, alors vous avez incontestablement trouvé votre communauté ici même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo pour que l'algorithme comprenne enfin que nous accordons bien plus de valeur à une sagesse authentique et durement gagnée qu'au vacarme moderne et vide de sens. Nous sauvons activement ces sagas oubliées, une par une, en les extirpant des archives poussiéreuses où le temps a tenté de les enterrer. Tout simplement parce que le monde moderne a désespérément besoin de se rappeler que, de temps à autre, la solution ultime ne réside pas dans le fait de construire plus haut. Elle consiste à regarder beaucoup plus en profondeur. Je suis Austral Legacy et je vous retrouverai tous dans le tout prochain récit de survie extrême. Que vos foyers brûlent toujours de mille feux et que vos esprits demeurent à jamais humbles.